Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet extrêmement important, la Chine, encore une fois, mais on est bien d'accord que la Chine joue un rôle très important au niveau de l'économie mondiale, que ce soit au niveau du business international, également sur un plan politique, également sur un plan financier. Et ce que très peu de gens disent, hein, on voit la bourse battre record sur record. La bourse américaine, le CAC 40 qui flambe. Donc les bourses, dans leur ensemble, progressent, mais on a oublié de dire que la Chine, la bourse chinoise, baissait fortement. Et c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir. Il y a plein d'experts qui vous disaient il ne faut pas investir sur les États-Unis, il faut investir sur la Chine. Et mes étudiants en font partie. Parmi mes étudiants, il y en a qui m'ont dit, Tammy, mais pourquoi je vais investir sur les États-Unis? J'ai envie d'investir sur la Chine aujourd'hui. Et moi, je leur ai dit, on a une méthode. Et cette méthode, elle est solide. Bien sûr, si cette méthode nous dit il faut investir sur la Chine, pourquoi pas? Mais pour le moment, elle ne nous disait pas d'investir sur la Chine. Et cette vidéo vient prouver effectivement le bon sens de la réflexion que j'avais eue à l'égard de mes étudiants et finalement la réponse qui s'est révélée exacte puisque c'était il y a plusieurs mois qui m'avaient posé la question. Alors, est-ce que finalement la Chine va jouer le rôle d'un catalyseur dans le krach boursier mondial? Il faut savoir encore une fois qu'il y a un système de vase communicant. C'est-à-dire que si on a une grave crise quelque part, ça va avoir une répercussion ailleurs. Or, la Chine, aujourd'hui, voit ses marchés boursiers baisser. Mais on a des choses assez graves qui se passent au niveau de la Chine. Alors, bien évidemment, pour beaucoup, le commun des mortels, c'est difficile de comprendre ce que fait la Chine actuellement, d'autant plus que, quelque part, la Chine est en train de refroidir les investisseurs. C'est-à-dire que les gens se disaient, tiens, on va investir en Chine, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à freiner avant d'investir en Chine. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la bourse américaine, elle bat record sur record, mais la bourse chinoise s'effondre, surtout après les dernières nouvelles qui ont fait beaucoup de mal aux actions et au marché chinois. On a un exemple concret, TAL Education Group, qui a perdu 95% de sa valeur depuis février 2021. Vous voyez ici, TAL, ça valait quelque part pas loin des 100 dollars. C'est coté aux États-Unis. Et ici, pardon, ici, voilà, bon, bref. Et ici, cette action, elle a touché au plus bas 4 dollars et bon, elle a rebondi un petit peu. Mais on est bien d'accord que c'est catastrophique. Quelqu'un qui avait acheté cette action ici, il est en train de perdre tout son argent. Il est en train de perdre 95% de son investissement. Tu avais investi 100 000 dollars, aujourd'hui tu as 5 000 dollars. Tu avais investi 1 million de dollars, aujourd'hui tu as 50 000 dollars. Vous imaginez? Et en quelques mois, hein, c'est pas en 3 ans, 4 ans, c'est février, d'accord? Et là, aujourd'hui, on est en juillet. Donc, allez, 6 mois. Donc, on voit bien l'impact et la puissance du mouvement actuel. Mais il n'y a pas que TAL Éducation. Il y a également New Oriental Education qui a perdu jusqu'à 40% en séance, en une seule journée. C'est un véritable crack boursier. Coollearn Technology qui est spécialisé dans les cours en ligne. Et c'est encore une fois, c'est un business qui est juste énorme. Hein. J'aimerais bien que la TKL ait ce niveau hein, un jour, mais c'est là où on voit la puissance de la Chine, mais on voit également les excès. Coollearn Technology qui a perdu 35% et China Maple Leaf Educational qui prépare les étudiants à intégrer des universités étrangères qui a perdu 16%. Ces actions chinoises, notamment, vous avez ce que l'on appelle un indice HXC, d'accord, qui est le Nasdaq Golden Dragon China Index, qui représente effectivement les plus grosses boîtes, 98 des plus grandes entreprises chinoises cotées aux États-Unis. Et cet indice avait baissé de 19%. On voit ici l'effondrement, ça valait 21 000, ça vaut 10 000, c'est-à-dire moins 50%. Et il n'y a pas que des boîtes dans le domaine de l'éducation. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette forte baisse? Tout simplement Pékin qui a pris des mesures radicales à l'encontre des secteurs de la technologie, mais également de l'éducation.
Et ça a provoqué une véritable onde de choc sur les marchés financiers. Et on parle d'une perte de 829 milliards de dollars. C'est énorme. On n'est pas loin des 1000 milliards de dollars que vaut aujourd'hui le Bitcoin, hein. Donc c'est juste pour vous dire que c'est énorme et ça s'est fait en quelques mois. Et ce sont des actions, hein, ce sont des actions cotées en bourse, des boîtes qui ont innové, qui ont investi, etc. Et 829 milliards de dollars depuis effectivement le record atteint en février. Alors pourquoi une telle baisse? La première raison que je l'avais évoquée précédemment, c'est que les régulateurs chinois ont décidé d'interdire aux entreprises qui enseignent des matières scolaires de réaliser des bénéfices. Ça veut dire que si par exemple la TKL, non mais c'est marrant. Bon, on gagne pas des milliards pour le moment, mais c'est marrant. Imaginons du jour au lendemain, bon, nous on bosse, on apporte du contenu, etc. Et vous avez les régulateurs qui vous disent, bon ben, ok, tu peux continuer ton activité, mais tu n'as plus le droit de gagner de l'argent. Donc de réaliser des bénéfices, de lever des capitaux et de s'introduire en bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régulateur chinois a tout simplement tué ces boîtes. Ça permet de comprendre le moins 95% de baisse de TAL. Et les entreprises de soutien scolaire, parce que la Chine, et rappelez-vous, je vous ai montré cette image, elle est juste énorme. Et cette image, elle représente un petit peu voilà, ce qu'est la Chine et la puissance de la Chine aujourd'hui. Et là, on voit des collégiens ou des, voilà, je ne sais pas si c'est des collégiens ou des lycéens, peu importe, mais ils sont debout en train de travailler sur quelque chose. Est-ce que c'est un devoir? Mais on voit la puissance de la Chine dans cette image, d'accord? Et on voit un peu voilà, l'avancée et ce qu'ils ont réalisé. C'est juste incroyable en quelques années. Donc, les entreprises de soutien scolaire, elles devront dorénavant s'enregistrer en tant qu'association à but non lucratif. Autrement dit, tu n'as plus le droit de gagner de l'argent. Par ailleurs, elles ne pourront plus donner de cours le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Et là, il y a un énorme point d'interrogation. Mais qu'est-ce qui leur a pris aux régulateurs chinois? Pourquoi une décision aussi importante? Sachant que le secteur des cours privés en Chine représente et pèse 260 milliards de dollars. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des 800 milliards, hein, il n'y avait pas que les cours privés, il y avait également les technologies, hein, Alibaba et autres. C'est un secteur qui à lui seul représente 260 milliards de dollars. C'est juste énorme. Et c'est un créneau qui est très dynamique en Chine, avec un enseignement particulièrement compétitif et élitiste, c'est-à-dire que les gosses de riches, ils vont avoir les meilleurs cours, ils vont avoir les meilleures structures, etc. Et les Chinois investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants. Ça explique les 260 milliards de dollars. Hein. Il y a des pays, il y en a beaucoup, qui n'ont pas un PIB, c'est-à-dire que ce qu'ils produisent en une année, ce n'est pas 260 milliards de dollars. Il y en a plein des pays qui ne sont pas capables de produire plus de 260 milliards de dollars. Mais là, c'est rien que les cours privés en ligne. C'est juste pour vous montrer la puissance et l'importance du secteur. Et donc, le cabinet, voilà, ça pesait. Plus de 126 milliards de dollars de capitalisation ont été effacés des valeurs éducatives chinoises cotées aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong cette année. Et c'est là où c'était impossible, c'est-à-dire personne ne s'attendait à une telle décision de la part du gouvernement chinois. C'est inimaginable. Et il y a un analyste de JP Morgan, DS Kim, qui a dit la chose suivante. Il a dit la nouvelle politique de la Chine rend pratiquement impossible l'investissement sur ces actions. Qu'est-ce que tu vas investir sur ces actions? Tu as l'éducation, fini. New Oriental, fini. C'est fini. Ces valeurs ne valent plus rien parce qu'il y a eu une seule décision politique. Une seule décision politique. Et donc, cette nouvelle a surpris, bien évidemment, tout le monde. Le pire scénario est devenu une réalité. On parle du pire scénario, on se dit, dans la pire des situations, voilà ce qui pourrait arriver. Eh bien, c'est arrivé. Et
on voit un peu, hein, rappelez-vous, la Chine avait commencé à taper sur le Bitcoin, sur les cryptos, et on voit que la Chine commence à avoir une position de plus en plus hégémonique, c'est-à-dire le gouvernement chinois, si il a envie de faire passer une mesure, il va la faire passer et il s'en fiche des conséquences. Ou du moins, il s'en fiche de ce que ça va lui coûter à court terme parce qu'il a un agenda politique. Et je vais y arriver juste après. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance encore à la Chine? Il y a David Traynor, qui est directeur général de New Constructs, qui dit non, c'est foutu. C'est-à-dire investir en Chine aujourd'hui, c'est très très risqué parce que ces mesures sont le début et non la fin d'un contrôle et d'un commandement accru par les dirigeants chinois. Et donc, c'est là où, en fait, aux États-Unis, on ne pourrait jamais faire ça. Pourquoi? Parce que la bourse, premièrement, est super importante et c'est comme si finalement les entreprises n'avaient plus aucun droit. D'accord? Et il y a eu des tentatives des dirigeants politiques, etc. Mais bien évidemment, il y a des actions de lobbying. On le sait, quand Trump il arrive au pouvoir ou Biden, etc. Il y a des lobbies, il y a les banques, il y a Goldman Sachs et compagnie. Ils vont tous payer les hommes politiques. C'est un peu la caractéristique du marché politique américain. C'est qu'ils se font financer par des grands groupes dans le pétrole, dans la banque, dans la finance, dans la technologie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on ne va jamais faire exploser un secteur qui marche. Ça marche, c'est super. Ça pèse 260 milliards de dollars, c'est super. Pourquoi on va créer un tel crack? D'autant plus que ça peut avoir des répercussions. Eh bien justement, la bourse aux États-Unis a un impact extrêmement important puisque beaucoup de retraités américains dépendent de la bourse pour assurer leur vieux jour. Donc si on attaque la bourse, d'accord, ça voudra dire attaquer les retraités. Et le régime chinois n'a rien à voir avec le régime américain, ou du moins le système économique américain. Des gérants de fonds très célèbres, par exemple Cathie Wood, commencent à fuir le secteur et même le pays. Cathie Wood, qui avait auparavant 8% sur des actions chinoises, aujourd'hui elle n'a plus que 0,5%. Et c'est un bon move parce qu'effectivement, c'est dangereux. Et le fonds a complètement abandonné sa position sur le géant de la technologie Baidu Inc. Alors pourquoi? Parce que et avant de dire pourquoi, rappelez-vous encore une fois, il y a pas mal de gens qui vous disaient la Chine, il faut investir sur la Chine et compagnie. Et moi, mon avis, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, d'accord? Quand vous voulez prendre une décision, vous devez prendre votre propre décision. Ne pas écouter ce que les autres vous disent. Être capable de prendre votre propre décision. Et sur le cas de la Chine, mon raisonnement le prouve entièrement. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Et quand on voit des actions qui étaient prometteuses, qui avaient un potentiel énorme, ce n'était que le début, qui avaient reçu énormément d'argent, qui pesaient 260 milliards de dollars, et ces actions, elles ont quasiment disparu. Alors pourquoi? Et c'est là où on en arrive à la politique versus l'économie. Vous savez, depuis 2017, j'ai beaucoup parlé des cryptos, j'ai fait des vidéos sur le sujet, et je vous disais, l'agenda politique doit toujours être pris en compte. Parce que si un secteur va contre la politique, si les hommes politiques considèrent qu'un secteur est dangereux, ils vont tout faire pour le sanctionner. Et c'est du business, c'est du pur business. Il faut éliminer les idées de comment on appelle ça, d'idéalisme et compagnie. Non, il y a un agenda politique. La Chine, c'est un pays qui est en train de vieillir. En 2050, un tiers des Chinois seront âgés de plus de 60 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un vieillissement accéléré de la population. Et pourquoi vieillissement accéléré de la population? Parce qu'avoir des enfants, ça coûte cher. Avoir des enfants, ça veut dire qu'il faut assurer leur éducation. Il faut les surveiller. Il faut les nourrir.
Il faut être capable de payer les charges. Et donc, les Chinois, ils se disent, OK, est-ce qu'on va avoir 3 enfants, 4 enfants? C'est impossible. Il vaut mieux avoir un enfant, à la rigueur 2 maximum, et on est capable d'assurer et de payer cette éducation qui coûte très cher. Et donc, le gouvernement chinois, il s'est dit, OK, comment faire pour relancer la natalité? Comment faire pour relancer la natalité? C'est très simple. On va faire en sorte que ce soit accessible au grand public. Donc, la stratégie chinoise, elle est intelligente. C'est politique. C'est une vision long terme. Il n'a pas tort. D'accord? Mais, bien évidemment, la boîte ou l'investisseur qui a investi dans Tal et qui voit 95% de sa valeur, il est dégoûté. Mais sur un plan politique, ils ont une vision long terme. Ils se disent, si on veut que les naissances augmentent, eh ben, il faut que ce soit le plus facile pour les Chinois d'avoir des enfants. Et donc, souvent, le fardeau financier, c'est ce qui rebute le plus les couples chinois à avoir un enfant. Ça coûte trop cher d'avoir des enfants. Et donc, les parents chinois investissent lourdement dans les activités de soutien scolaire, les cours particuliers, etc., les écoles privées. Et ça explique l'émergence de géants chinois dans l'éducation cotés aux États-Unis, parce que c'est centaines de milliards. C'est plus puissant qu'un pays. Et c'est là où on voit la puissance de la Chine. Ils ont décimé une industrie qui pesait plus lourd que certains pays. Et la Chine, pour favoriser la natalité, a compris qu'il fallait alléger la surcharge de travail, c'est-à-dire qu'ils devaient moins travailler. Alors bien évidemment, c'est également ce qui explique le succès de la Chine. Les Chinois sont travailleurs. Il y a une vraie culture de travail. Donc est-ce que ça, c'est bien? Bon, on verra, l'histoire nous le dira. Alléger la surcharge de travail des écoliers chinois et la pression financière qui pèse sur leurs parents. Donc sur la pression financière, il n'y a pas de souci, mais idem pour le soutien scolaire. Quand tout à l'heure on disait ils vont interdire elles ne pourront plus donner de cours le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Ça veut dire qu'on veut alléger le fardeau, on veut vraiment faciliter la vie aux parents. Et c'est là où beaucoup vont se dire mais c'est incroyable, mais c'est inacceptable, etc. Mais là on parle d'un pays où il y a 1,4 milliard d'habitants. C'est pas un pays où il y a quelques dizaines de millions d'habitants, voire quelques millions. Non, il y a 1,4 milliard d'habitants. Je pense que la Chine et l'Inde, les deux pays, ça représente 35% de la population mondiale ou 40%. C'est juste énorme. Donc tu ne gères pas un pays de 1,4 milliard d'habitants comme tu gères un pays de 20 millions d'habitants, de 60 millions d'habitants ou de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, c'est 14 fois plus. D'accord? Tu ne gères pas un pays de la même manière. Donc ces petites décisions, que ce secteur représente 260 milliards de dollars pour les entreprises chinoises, l'État chinois a dit on s'en fiche. On va perdre de l'argent, mais on a une vision long terme. Et c'est ça ce qui est impressionnant avec ce qu'a fait la Chine. Alors bien évidemment, ça a un impact, parce que la bourse chinoise a fortement baissé. Et donc, ça peut avoir également un impact sur la bourse américaine. Mais pour le moment, la Chine s'en fiche des conséquences financières et s'en fiche que cette baisse puisse affecter les autres marchés. La Chine a son propre agenda politique. Et c'est ce qu'il faut, la conclusion de cette vidéo, c'est que la Chine ne va pas hésiter à contrarier les investisseurs si ça va à l'encontre de ses objectifs politiques plus larges qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'auparavant, les Chinois, quand ils avaient démarré, allez, ils allaient être gentils, ils allaient ménager les... Aujourd'hui, Jack Ma, on s'en fiche. Allez, telle entreprise, on s'en fiche. Et c'est là où on voit que c'est comme un bulldozer, que soit l'entreprise elle est totalement alignée avec les objectifs de Pékin et on les ignore, soit elle n'est pas alignée et auquel cas, s'il y a des dégâts, c'est pas grave. Et donc ça, c'est vraiment fascinant ce qui arrive. Dites-moi ce que vous en pensez. Petite parenthèse sur TKL FFM.
On a déjà reçu des messages extrêmement positifs, j'en suis super content. Et là, je voulais partager avec vous un témoignage de Lucien. Lucien qui est au Canada, il est français, mais il est basé au Canada. Alors, Lucien, c'est génial parce que bon, il est diplômé de Sciences Po, c'est un ancien de Sciences Po, c'est un ancien banquier, il a fait de l'actuariat et il a commencé à investir avec la méthodologie TKL. Et il dit, depuis avril 2021, j'ai commencé à investir dans un marché au plus haut. Surprise, début juillet, mon portefeuille a battu mes 3 indices de référence en hebdo et en mensuel. Mais non seulement la TKL Academy donne un enseignement exceptionnel, mais le suivi, le coaching de Tammy donne un éclairage économique et financier unique dans le monde de la formation, mais surtout dans le monde de l'information. Immense merci à ce grand monsieur, immense merci à Lucien. J'espère que si vous voulez une interview de Lucien, ce serait génial. Vous le mettez en commentaire, il faut le motiver, mais c'est génial parce que je pense qu'il a un parcours incroyable et j'aimerais bien qu'il partage un petit peu son vécu, etc. Les amis, je vais vous quitter. Dites-moi en commentaire quelles sont les vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Je ne vais pas vous parler de... Voilà, il y a le Bitcoin, on a vu que c'est hyper intéressant ce qui se passe. On voit également que la bourse continue de monter. Hein. Le S&P monte, le Nasdaq il monte. Et c'est là où la méthode est importante. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas d'anticiper, c'est juste d'avoir une bonne méthode. Et c'est véritablement moi ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. J'ai envie juste de faire une petite parenthèse dans la parenthèse. Euh, déjà, je remercie Lucien pour son message parce que déjà, c'est motivant et j'essaie moi, de mon côté, d'apporter un maximum de valeur à mes étudiants. Et j'ai envie par contre d'insister sur quelque chose. Moi, mon but, c'est pas que mes étudiants soient dépendants de moi ou disent, voilà, Tammy, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Et on l'a vu dans le cas de la Chine. Vous avez eu plein de YouTubeurs qui vous disaient, la Chine, c'est génial, c'est super, c'est magnifique, il faut acheter. Et je pense que les gens qui ont suivi ces YouTubeurs aujourd'hui perdent beaucoup d'argent. Je pense qu'à un certain moment, se former, c'est le b.a.-ba, d'accord? Mais que c'est à vous de prendre votre propre décision. Je suis énormément, par exemple, de programmes sur le business, sur la bourse, sur tout ce que vous voulez. Mais à un certain moment, je suis entrepreneur. Et je sais que tu as tellement d'avis contradictoires que tu ne sais pas où donner de ta tête. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir une structure, ou du moins d'avoir un savoir qui est solide et sur lequel je peux me baser pour pouvoir passer à l'action. Moi, je fais partie des gens qui agissent, mais qui n'agissent pas n'importe comment, qui agissent après avoir évalué le pour et le contre. C'est-à-dire que j'ai ma stratégie, j'ai bien évalué le pour et le contre, et quand je suis sûr de mon coup, je fonce. Jamais avant. Et je pense que c'est comme ça que vous devriez raisonner. C'est-à-dire vraiment évaluer la situation, évaluer le pour et le contre avant de passer à l'action. Et c'est ce que j'ai fait au sein de la TKL. Mon but, c'est pas de vous dire, voilà, et je remercie Lucien pour son témoignage, mais bien sûr, il y a un risque. Ça peut se casser la figure. Ça peut, voilà. Et la méthode, encore une fois, il faut l'avoir à long terme. Mais moi, mon but, c'est pas de dire à mes étudiants, voilà, ce que je dis, c'est vrai et il n'y a que ça et suivez mes conseils. Ce serait être un très, très, très mauvais coach et un très, très mauvais professeur. Par contre, moi, comment je raisonne, c'est que j'ai fait un gros travail de synthèse, d'analyse, de recherche. Et à un certain moment, je leur dis, OK, voilà les outils. Voilà ce qui se fait de mieux. Voilà les preuves. Voilà le backtest. Voilà les données historiques. À toi ensuite de décider. Est-ce que tu vas agir ou pas? Est-ce que tu as encore des doutes ou pas? Et ce que je dis à mes étudiants, c'est que si vous n'êtes pas sûr, ne passez jamais à l'action. Et ça change de, voilà, oui, ma méthode, elle est sûre à 100%. Non, moi, je ne leur dis jamais que ma méthode, elle est sûre à 100%. Parce que c'est faux. Rien n'est certain. Maintenant, il faut oser. Hein. Quand, par exemple, j'ai lancé la TKL, je vous l'avais dit, mon propre père me disait, t'es fou. Et aujourd'hui, on voit que oui, ça valait le coup de le faire. Mais mon propre père qui m'aime et voilà, et que j'adore et qui est décédé aujourd'hui, bah, il me disait, pourquoi tu le fais? Vous êtes celui ou celle qui doit prendre ses propres décisions. Moi, mon but, c'est de faciliter les choses, c'est de vous apporter
un contenu de dingue. Et TKL Financial Freedom Mastery, c'est 193 heures, c'est du solide, c'est du costaud. Mais c'est à vous de prendre vos propres décisions. Et c'est vraiment, si vous comprenez, et encore une fois, ça peut paraître la pub, mais je m'en fiche. Hein, encore une fois, les 2-3 rigolos qui vont me dire, je les emmerde, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que tu fais sur YouTube quoi YouTube, je ne sais pas, ils ont gagné je ne sais pas combien avec la pub. Et j'en fais pas, moi. Donc, à un certain moment, les gars, réveillez-vous. Hein, on est au 21e siècle. Et si tu ne vends pas tes trucs, qui va le faire? Donc, il faut vraiment, mais si tu fais un truc qui est bien, et je pense que ce que l'on fait à la TKL, c'est juste énorme, tu as l'obligation morale de le vendre. Et moi, je suis hyper content de vendre mes programmes et je suis fier de vendre mes programmes parce que je sais que ça peut littéralement changer des vies. Donc, à un certain moment, vous devez prendre vos propres décisions. Mais pour prendre vos propres décisions, vous devez avoir une structure, vous devez avoir une vision globale de la liberté financière, vous devez avoir une stratégie, vous devez avoir le bon état d'esprit. Et c'est le but de TKL Financial Freedom Mastery. TKL LFA arrive bientôt, donc soyez prêts. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.